On va passer au Focus Pulps. Le Focus Pulps, c'est tous les mois une sélection de comics VO à prix de lancement que nous vous proposons de commander en partenariat avec notre partenaire Pulps. C'est pour ça que ça s'appelle le Focus Pulps. Parce que, bah oui, parce que si ça avait été avec une autre librairie, eh ben, ça serait le Focus librairie de l'autre nom, mais vu que c'est Pulps, eh ben ça s'appelle le Focus Pulps. Et qu'est-ce qu'on a? Je vous l'avais dit en intro de ce podcast. Je fais des bruits de porte qui grincent. Oui, je l'avais dit en intro de ce podcast, si jamais vous l'écoutez dans le front page, que voilà, on avait encore une sélection qui était de très 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 haute volée avec les équipes créatives et les récits qu'on a. On commence avec The Carman Blade, qui est une mini-série en plus de 4 numéros, donc votre investissement ne sera pas trop long ni trop cher dans votre petite bourse, qui est une nouvelle création de Darcy Van Polgist et Ian Bertram. C'est l'équipe créative qui a fait l'excellent Little Bird, qui a aussi fait sa préquelle Precious Metal, qu'on avait mis, je crois d'ailleurs à l'époque, en Focus Pulps aussi. C'est pas impossible. Donc, bien entendu qu'on allait vous le reproposer, puisque c'est une équipe créative qui ne fait que des merveilles. C'est vraiment trop cool. Dans The Carmine Blade, je vous lis le résumé. Un jeune homme vivant en périphérie d'un monde désertique et mourant est choisi par une épée forgée dans les étoiles pour aller trucider la divinité despote Kalou et libérer les eaux qu'il retient dans son royaume. Mais avant de pouvoir entamer son périple, le garçon doit affronter ses démons et répondre à l'appel de la Carmine Blade. Es-tu, toi qui m'as pris en main, es-tu celui qui trucidera un dieu? De la dark fantasy, ils avaient fait beaucoup de trucs qui étaient plus SF quand même, très SF, un peu cyberpunk des fois, mais un peu bizarre toujours, parce qu'il y a toujours un côté aussi très organique dans leurs deux précédentes œuvres, où c'était vraiment très SF biomécanique. Là, on a l'air d'être beaucoup plus dans un registre. Ça accorde très bien avec le dessin de Bertram, accessoirement. Ah oui, non, ça marche. Non, mais c'est pour ça marchait de ouf, vraiment. Et si quelqu'un veut reprendre Precious Metal en VF un jour, quitte à refaire Little Bird aussi, je sais pas comment. Print, Publishing, bien entendu. Jofo me relance constamment avec ça. Il faut qu'on y aille, quand même. Bah, j'espère que t'as les sous. Oui. bah, let's go. Alors, si t'as le temps. Bah, bien sûr. Parce qu'il faudra quitter ton taf de projectionniste, hein, si tu veux te faire de l'édition. Ça va être compliqué. Puis, je sais pas si t'as entendu, mais le marché de la bêta, en ce moment, on va se démerder. Pas incroyable. Kickstarter. Mais bref, du coup, en attendant, on peut le lire en VO chez Image Comics, The Carman Blade, avec une couverture. Ian Bertram va faire les deux couvertures du premier numéro qui ont été révélées tout récemment, avec cette variante-là, avec le loup, qui est très belle. Incroyable. Et j'ai beau mettre la régulière en Focus Pulps, je pense que personnellement, je vais craquer pour la variante parce que je la trouve vraiment magnifique. Oh, le fou. Donc, Ian Bertram, voilà, qui va encore se surpasser au dessin. L'histoire, elle est relativement classique, mais Van Polgist, c'est quand même quelqu'un qui s'est allé très loin dans ses histoires. Le concept de tuer un dieu, c'est pareil, ça fait très berserk, très fantasy noir, encore une fois. Quoique là, c'est plus post-monde. Enfin, c'est un peu post-apo. Bah, c'est de la dark fantasy post-apo, quoi. Bah, ça peut être post-apo ou proto-monde, justement, un peu comme une sorte de légende un peu ancienne qu'on aurait tirée d'un cycle mythologique X ou Y, avec le côté, effectivement, monde désertique, qui peut aussi faire très manga, hein, ceci étant, et l'allégorie de l'humain frêle et chétif qui va manipuler une grosse épée bien vénère pour aller tuer un dieu. Il y a quelque part voilà un peu tout ce qui nous plaît à nous en tant que fan de trucs un peu extrêmes, et puis effectivement Bertram, la générosité graphique n'est plus approuvée. Non, c'est ça. Puis quand tu vois les planches qui ont été montrées vraiment dans les volutes de nuages et de sable Pitara, dans les déserts, ouais, un peu de Pitara aussi, mais je trouve même que franchement t'as certaines scènes, je sais pas, pour moi il y a un côté impressionniste, quoi, presque Van Gogh. Bah ouais. Vraiment dans les volutes qui dessinent. Je sais pas pourquoi je dis oui, parce que ça n'a rien à voir, mais. Le ciel, bah, quand même. Bah, oui. Tu connais pas ton art, toi, Corentin. Ton art classique, hein. Je te pense un peu plus expert en peinture. Mais, en l'occurrence, ça a l'air vraiment trop cool. Je suis ultra saucé pour cette série. Et donc, évidemment, qu'on allait vous la proposer dans le Focus Pulps. Évidemment. Corentin. Oui. L'autre titre, c'est chez DC. Il y a peut-être des chances que ça arrive en VF, mais en vrai, on n'est pas certain non plus. Et d'ailleurs, c'est Darcy Van Polgist aussi à l'écriture. Bah, décidément. Et Nico Henrichon au dessin. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la nouvelle série Doom Patrol. Exactement. La nouvelle série Doom Patrol qui n'était pas revenue depuis Unstoppable Doom Patrol et auparavant avec le volume de Young Animal. Historiquement, c'est pas une équipe qui a... Enfin, je veux dire, c'est une équipe qui a souvent été bien traitée par DC Comics, qui comprend en fait simplement que l'héritage assez généreux, riche et renversant et culturellement important de Grant Morrison n'est pas à manipuler sans précaution.
Donc là, effectivement, Paul Gis qui vient faire un peu ses débuts en mainstream quelque part, après avoir fait beaucoup de créations originales sur le marché indépendant, avec le grand, l'immense et québécois. Et l'aviné Nico Henrichon, qui, histoire de spectateurs avec Brian Kevon et Kel de Tartine Graphics, c'était quand même, faut quand même le préciser, qui va faire de la couleur en plus, comme il est très très fort pour l'utilisation des couleurs, dans une série où, grosso modo, la Doom Patrol se retrouve sans argent, au bord de la banqueroute, et doit accepter, en fait, de monnayer ses services dans un truc qui va être toujours aussi absurde, toujours aussi conceptuel, toujours aussi barré, et qui valide aussi, le grand projet de DC Comics de relancer les petits concepts, les plus petits personnages, avec Lobo, avec Firestorm, comme on a déjà dit avec le Next Level, et les Légions des super-héros, etc. Ce qui prouve encore une fois qu'on peut parier sur ce qui ne marche pas, parce qu'historiquement la Doom Patrol n'a jamais vraiment bien marché, hein, une fois qu'on a le bon concept, la bonne équipe créative. C'est pour ça qu'on le met en focus pulp aussi. Exactement. Que, voilà, non, mais là je vais être franc, certes Nico Henrichon vit en France, ça pourra peut-être aider à motiver la main d'Urban Comics pour publier ce volume-là, mais Unstoppable Doom Patrol c'est pas sorti, la Doom Patrol de Gerard Way non plus, je crois pas. Je me rappelle. Non, je crois. Me semble pas. Je sais plus. Je crois pas. Non, ils avaient juste fait le volume de Morrison, du coup. C'est tout petit, hein, la Doom Patrol. Ça plaît aux crétins comme moi qui vous parlons avec passion et envie des Dead Boy Detectives et ce genre de petits trucs, ou de Animal Man, genre de petits trucs qui n'iront jamais au-delà de un volume publié en France. Et puis c'est tout. Si, ils avaient fait le Gerard Way présent Doom Patrol quand même, hein. Je me disais bien. Toute la série? En tout cas, il y avait eu un tome, au moins. Ok. Bref, celui-là a peut-être des chances d'arriver en France, mais encore une fois, il faut soutenir aussi DC Comics qui prend ce genre de risque, qui s'autorise la possibilité de perdre de l'argent et qui va chercher des grands noms de la scène indé, parce que Darcy Von Polgist, nous on en parle. On en parle pas non plus tous les matins. Hein. Ça fait depuis Little Bird, donc c'était 2018, je crois que. Ça fait 2 BD qu'il a fait, tu vois, depuis Little Bird. Oui, mais je veux dire que moi j'en parle régulièrement depuis le début. Oui, mais dans les podcasts, c'est pas un nom qu'on assène comme Ramvé ou comme Cantwell, tu vois. Parce qu'ils ont un productif, forcément, oui. Tu vois, voilà, c'est un peu comme, tu sais, comme W. Maxwell Prince est venu faire sa créa sur Superman, là. Où on se dit, putain, DC, quand même, a encore envie de repérer un peu les talents bizarres, les vraies nouvelles voies de l'indé qui ne font pas du mainstream traditionnel, pour bouleverser un peu les codes, pour renverser un peu la table de thé. Et franchement, moi, ça me fait super plaisir. Parmi toutes les raisons qu'on a actuellement d'être content que DC Comics fasse du bon travail, celle-ci, c'est un peu la cerise sur le cajot, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Donc non, ça c'est vraiment vraiment cool. Et donc le dernier titre en sélection dans ce Focus Pulps, c'est Tales of Wonder. Il l'a dit hors micro, mais c'est la nouvelle mini-série en creator-owned, scénario, dessin de Steve Skroce, qu'on aime beaucoup aussi. Steve Skroce, c'est Maestros, c'est Post Americana, c'est toujours incroyable quand il fait ses propres... Matrix. C'est aussi Matrix, effectivement, mais c'est toujours trop cool quand on le voit œuvrer en solo, surtout que là, en gros, l'histoire, c'est des pastiches de Jack Kirby et Stan Lee qui vont devoir lutter contre leurs créations qui ont pris vie, tout en essayant de se rabibocher, puisque dans cette version de la BD aussi, Stan Lee a clairement volontairement un peu effacé la contribution de Jack Kirby. Il n'aurait jamais fait ça. Non, mais même dans le monde réel, il l'a pas fait en fait. C'est juste une histoire qu'on se raconte. Mais voilà. Mais donc, forcément, ça va être fun, ça va être très incisif, j'imagine aussi, sur le monde de la bande dessinée, sur la création, sur le rapport des créateurs, des co-créateurs entre eux. Et ça va être Steve Skroce, donc ça va être aussi sûrement un peu punk, un peu bête et très très violent, très très déluré. Il va y avoir des morts. Comment ne pas, nous on est clients de ce que fait ce monsieur depuis longtemps maintenant, parce que Mastro ça commence à dater aussi, hein, mine de rien, c'était en 2017 je crois. C'était peut-être son premier titre, hein, en full creator owned comme ça, en solo total. C'est une très bonne question. Il a quand même une longue carrière avant, mais je ne saurais pas de tête te citer beaucoup de ses projets. Néanmoins, effectivement, Maestros, c'était un peu une façon pour lui de relancer son parcours d'auteur indé. En vérité, c'est un peu aussi une sorte de spin-off de Post Americana, puisque comme on l'avait dit dans un front page précédent, vous aviez dans Post Americana les personnages principaux qui s'arrêtaient dans une sorte de palais / parc d'attractions / usine de jouets désaffectée, où on nous expliquait que le créateur, l'équivalent local de Walt Disney, avait créé en fait des robots pour lui tenir compagnie, et que ces robots avaient pris vie ensuite, etc., etc. Et il y avait déjà un propos par rapport à la marchandisation de l'art et des licences en général.
ce qui a du coup accouché d'un spin-off a priori plus généreux quand même, et c'est super cool parce que c'est typiquement ce genre de projet qui s'adresse précisément aux nerds, qui s'adresse précisément à une niche dans une niche, puisque un petit peu comme les séries et les films qui parlent de cinéma ne font jamais des cartons. Il y a beaucoup de comics qui parlent de comics et qui font jamais des cartons non plus, mais que nous on adore regarder, apprécier, parce qu'on sait que c'est vraiment des trucs qui se destinent aux obstinés de ce secteur, aux acharnés qui aiment bien, encore une fois, revenir sur le crime fondamental, le péché originel, le vase de Soissons de l'industrie des comics, qui est la façon dont Stan Lee est devenu l'homme sandwich, l'image de marque, la figure de proue du groupe Marvel, au détriment des dessinateurs qui ont amené souvent autant, sinon plus d'idées que lui. Et là, avec un propos qui effectivement devrait précisément parler de Marvel Studios, précisément parler de ce qui s'est passé dans le traitement des auteurs avec la création des contrats en work for hire qui font que des mecs comme E. Howard ou Howard Phillips Lovecraft avant eux, mais même Siegel, Schuster, Ditko, tout ce qu'on connaît, tu vois, on ne peut pas forcément profiter des lauriers de la réussite et des gains du travail une fois que leurs personnages ont été adaptés, sont devenus des marques pour les générations suivantes. Avec effectivement un esprit punk un peu foufou comme celui de Steve Skroce, ça peut être très très marrant. J'ai assez hâte et vivement et ça a quand même très peu de chances de sortir en France pour le coup. À voir. À voir parce que t'avais Sullivan qui avait sorti chez iComics Maestros et Post Americana. Ouais, mais Sullivan n'est plus là. Il est chez Morgan. Tu penses qu'il pourrait sortir ça chez Morgan? Oui, ils sortent là. Là, c'est quand même très niche. Hein. Ils sortent cet été. Non, c'est vrai que c'est très niche. Non, mais pour moi, il y a deux possibilités qui seraient soit que iComics continue de faire des comics et de faire des indés aussi, donc continue dans cette lignée-là, soit plutôt que Sullivan chez Morgan puisse se le faire parce que ils sortent là nos cœurs noirs dessus, donc il y aura des comics, il y a du Paul Pope qui arrive et tout ça, donc ils vont aussi sortir quelques comics et oui, le connaissant, c'est sûr que ça l'intéressera vu qu'il a publié les deux précédents Steve Skroce en solo. Après, oui, il y a une réalité. Le marché indé, il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, sauf si effectivement les ventes d'Interolune peuvent compenser absolument tout le reste du catalogue. C'est ça. C'est sûr que. J'ai l'impression que Morgan part plus vers une direction onirique, à défaut d'un meilleur mot. Nos cœurs noirs de Suisse, c'est quand même très très différent. Oui, mais rappelle-toi qu'ils vont sortir aussi le Everything Sucks, qui est beaucoup plus Steve Skroce compatible dans son orientation, tu vois, un peu trash, rigolote et tout ça. Donc. Mais c'est juste que oui, vu la gueule du marché, peut-être qu'il faut réfléchir à deux fois, sachant que je crois pas que les ventes non plus alors Maestros peut-être parce que c'était à une autre époque, mais je suis pas sûr que Post Americana ait vendu énormément non plus. Donc c'est à voir. De toute façon, nous c'est pour ça qu'on le met aussi en Focus Plus, c'est parce que dans le doute, de toute façon, là on vous propose, ce sera une mini-série, pareil, c'est 5 numéros, donc c'est pas un énorme investissement. Le lancement il a 2 balles aussi, c'est vraiment histoire de se faire kiffer aussi parce que vu les temps qui courent, on a besoin de se faire un peu kiffer. C'est pour nous, quoi. Dans nos lectures. C'est pour First Print, c'est pour les auditeurs c'est pour vraiment ces gens qui s'intéressent suffisamment au monde de la BD et des comics pour investir plusieurs heures de leur temps chaque semaine. C'est ça, vous êtes curieuse et curieux et on a envie de vous inviter à la fête. C'est tout simplement. Donc voilà, c'est le Focus Pulp, c'est en ligne tout le mois de juillet. Donc n'hésitez pas à passer commande. Les liens sont dans la description de ce podcast.